messieurs, bienvenue dans Vox News, votre rendez-vous quotidien de l'actualité. Je suis Fanny Weckscheider. À la une de l'information de ce jeudi 20 avril 2017. En République démocratique du Congo, des enquêteurs des Nations Unies ont fait une nouvelle découverte macabre, celle de 17 nouvelles fosses communes dans la province du Kasaï central. L'armée ougandaise a annoncé le retrait de ses troupes de Centrafrique. Pour Kampala, les rebelles de la LRA contre qui elle luttait sont suffisamment affaiblis. Et enfin, signature d'accords cadres entre l'Union africaine et les Nations Unies, un partenariat renforcé dans le cadre de la paix et de la sécurité. Bonsoir à tous, je vous le disais, nouvelle découverte macabre en République démocratique du Congo. Après une mission dans le pays, des enquêteurs du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ont découvert qu'au moins 40 personnes ont été tuées par l'armée du 28 au 30 mars à Kananga, la plupart pendant une opération de porte-à-porte dans le quartier de Nganza. Les agents onusiens ont également constaté 3 autres assassinats dans les zones de Katoka, auxquels s'ajoute la découverte de 17 nouvelles fosses communes dans la province du Kasaï central, 15 dans le cimetière de Chimbulu et 2 autres à Chienke. Les enquêteurs de l'ONU déclarent que des soldats congolais ont creusé ces fosses communes. Pour Lise Throssell, porte-parole du HCDH, les violences ont eu lieu après des combats fin mars entre les forces armées de la République démocratique du Congo et des membres présumés des Kamwina Nsapu. Les combats auraient fait au moins 74 morts, dont 30 enfants, tués par des militaires. Rien n'indique en revanche, selon Lise Throssell, que ces morts sont bien les personnes enterrées dans les fosses. Prochaine étape, exhumer les charniers pour comptabiliser et identifier les corps. Après le retrait le mois dernier des conseillers militaires de l'armée américaine déployés en République centrafricaine, ce sont désormais les soldats ougandais qui quittent le pays. L'armée ougandaise a annoncé le début du retrait de ses troupes basées dans le nord-est de la RCA, la rébellion sanguinaire de l'armée de résistance du Seigneur étant jugée suffisamment affaiblie. Ce retrait s'opère alors que le chef de la LRA, Joseph Kony, reste toujours introuvable. Pour Kampala, la mission de l'armée ougandaise n'a jamais été de le capturer, mais seulement de le neutraliser, ce que le porte-parole de l'armée ougandaise estime avoir accompli. Joseph Kony n'avait plus aujourd'hui de moyens de faire la guerre, ni de continuer à recruter ses enfants ou à se réarmer. Il ne commanderait, je cite, plus qu'une centaine d'hommes. Les troupes ougandaises étaient déployées depuis 2009 dans le nord-est de la République centrafricaine. Elles formaient la base de la mission de l'Union africaine de lutte contre la LRA. Près de 12 500 casques bleus restent déployés dans le pays et Joseph Kony, quant à lui, reste recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Un mot de santé à présent. Le Gabon a démarré mercredi une campagne nationale de vaccination contre la rougeole à destination des enfants des écoles primaires et préscolaires. L'opération vise à enrayer une épidémie de la maladie qui frappe depuis 2 ans les enfants de 9 mois à 5 ans et qui a déjà touché 24 des 52 districts sanitaires du pays, avec 2000 cas notifiés dans tout le Gabon. L'Organisation mondiale de la santé accompagne les autorités gabonaises dans cette vaste campagne de lutte contre la rougeole, une maladie virale très contagieuse et très mortelle. La dernière campagne de vaccination au Gabon remonte à 2012. Seuls 65% des enfants du pays étaient alors vaccinés, trop peu pour éviter une épidémie selon Boureima Hamasambo, le représentant de l'OMS dans le pays. La première dame du Gabon a lancé la campagne de vaccination à Libreville. Sylvia Bongo Ondimba a appelé les parents et le personnel médical à plus de responsabilités. Santé toujours, avec des progrès sans précédent soulignés par l'OMS dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. Un sommet sur la question se tient actuellement à Genève, en présence notamment de Bill Gates, cofondateur de Microsoft et grand donateur via sa fondation en faveur de la lutte contre ces MTN. Les avancées décrites dans le rapport de l'Organisation mondiale de la santé concernent 19 de ces maladies qui, je cite, aveuglent, mutilent et défigurent plus d'1 milliard de personnes dans le monde, et ce principalement en Afrique et en Asie. Les principales réussites ont été notées pour des affections comme l'éléphantiasis ou filariose lymphatique ou encore la maladie du sommeil, également appelée trypanosomiase africaine. La directrice générale de l'OMS, le Dr Margaret Chan, a ajouté que ces 10 dernières années, des millions de personnes ont échappé au handicap et à la pauvreté grâce à l'un des partenariats mondiaux les plus efficaces de la santé publique moderne. Rien que pour l'année 2015, 1 milliard de personnes ont été traitées pour au moins une de ces maladies.
Le rapport ajoute que 62% des personnes touchées par l'onchocercose, aussi appelée cécité des rivières, ont été traitées, ce qui représente plus de 114 millions de personnes. Quant au trachome, principale cause infectieuse de cécité dans le monde, il ne fait plus partie des problèmes de santé publique dans 3 pays, dont le Maroc pour l'Afrique. Autre succès de la coopération, la signature mardi d'accords de sécurité et de paix entre l'Union africaine et les Nations unies. Le Tchadien Moussa Faki Mahamat a effectué son premier déplacement à New York en tant que président de la Commission de l'Union africaine. Il a rencontré Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, pour concrétiser un accord cadre qui renforce donc la collaboration entre les deux organisations. Les jalons de cette collaboration avaient déjà été posés en janvier dernier au siège éthiopien de l'UA à Addis Abeba. Cette fois-ci, les deux organisations rentrent dans le vif du sujet. L'ONU et l'UA se sont par ailleurs aussi engagés à travailler ensemble sur les questions de développement, de la jeunesse et des femmes, ainsi que des questions de gouvernance et les questions de droits de l'homme et de la gouvernance électorale. Antonio Guterres compte notamment sur la complémentarité des deux organisations pour mener à bien les missions concernées par ces accords. Il a donné l'exemple de l'ONU qui ne fait pas de contre-terrorisme mais impose la paix. Pour lui, donc, le renforcement des capacités de l'Union africaine en équipement, en formation de ses financements prévisibles pour ces opérations est crucial pour la communauté internationale. Je pense que le moment est venu de faire une évaluation critique pour voir les faiblesses et les forces et surtout travailler ensemble pour réussir au mieux ces opérations de maintien de la paix dans le continent africain. L'essentiel, c'est de se mettre ensemble, de travailler, de discuter et de reporter de façon conjointe. Je crois que c'est une nouvelle page qui s'ouvre dans la coopération entre les Nations Unies et l'Union africaine. Nous partageons la vision selon laquelle la paix et la sécurité, le développement inclusif et durable, les droits de l'homme et la bonne gouvernance sont des dimensions qui doivent être vues ensemble et qui nécessitent une vision commune et une coopération renforcée entre nos deux organisations. Nous assistons à des situations où il n'y a pas de paix à maintenir, où plusieurs éléments perturbent la situation avec une forme de guerre asymétrique. Nous voyons des liens avec des organisations terroristes et des organisations criminelles opérant également dans le même domaine. Et cela nous oblige à examiner stratégiquement la façon dont nous procédons aux opérations de paix et à explorer pleinement la complémentarité et l'interdépendance de l'Union africaine et de l'ONU. Nous allons accorder le programme 2063 de l'Union africaine pour le développement durable avec notre propre programme 2030 et créer les conditions non seulement pour travailler ensemble, mais aussi pour avoir des rapports communs pour pouvoir éviter toute forme de similitude. Nous allons garantir que nous convergerons vers le même objectif pour rendre l'agenda 2030 et l'agenda 2063 une réussite en Afrique. Ils ont passé plusieurs mois, voire plusieurs années en Libye. Mi-mercredi, 154 migrants burkinabés sont entrés volontairement dans leur pays. C'est dans le cadre du programme d'aide au retour volontaire et à la réintégration que ces 147 hommes et 7 femmes ont pu être rapatriés par l'Organisation internationale pour les migrations. Après avoir été accueillis par des responsables burkinabés des ministères de la Solidarité nationale et des Affaires étrangères, ces anciens prétendants à l'exil vers l'Europe ont rejoint le centre d'accueil d'urgence de Somgandé, près de Ouagadougou. Un pécule de 32 000 francs CFA leur a été remis, soit environ 50 €, avant qu'ils ne retrouvent ce jeudi leurs régions respectives. L'OIM remettra également 655 000 francs CFA à une trentaine de bénéficiaires du programme, soit environ 1 000 €, pour mener une activité génératrice de revenus dans leur pays. Une alternative offerte à ces migrants, pour la plupart partis principalement pour des raisons économiques. 1350 volontaires burkinabés au rapatriement ont déjà bénéficié de ce programme depuis 2015. L'organisation estime qu'il reste encore au moins 1 millier de migrants burkinabés en Libye. Et pour ces anciens migrants, les raisons principales de ce retour au pays sont les conditions de vie subies dans ces centres de rétention libyens, entre brutalité, sévices et humiliation de toute nature. D'après nos échanges et nos enquêtes, ils sont estimés à plus de 1000 personnes qui sont justement dans l'attente de pouvoir regagner leur pays de manière volontaire. Au niveau de la Libye, il apparaît clairement que l'insécurité
et également un certain nombre d'exactions, notamment des personnes qui sont emprisonnées de manière très souvent arbitraire, sont obligés ou en tout cas de se prêter à cette volonté de rentrer dans leur pays d'origine. Chaque jour, tu ne vas pas te laver. Tu dis que tu te laver, c'est problème. Ils vont te frapper. Ils viennent pistoler. Dès que ta vie doit te tirer en même temps. Chaque jour, tu prends, on ne sort pas. On ne sort pas. Ils même disent peau noire. Peau noire, c'est pas la même chose. Ils sont européens, non africains. Les Africains n'est pas bon. Chaque jour, on nous frappe. Chaque jour, on nous frappe. J'ai essayé de franchir pour l'Europe, ça n'a pas marché. Donc c'est pour ça que je me suis retourné. Et les conditions dans lesquelles on se trouve là-bas, par la côte, on aimerait franchir, c'était vraiment insupportable. Moi j'ai fait 5 prisons. J'ai fait 7 mois, 5 prisons. Bon, c'est la population, les civils, ils ont les prisons, ils prennent les Noirs, ils mettent en prison et on les torture, on nous donne les appareils pour qu'on appelle les parents, ils amènent l'argent. Une personne a droit à payer 600 000 francs pour sortir en prison. Et restons au Burkina Faso où se sont déroulés des faits ignobles en 2015. 2 fillettes de 3 et 5 ans avaient été victimes d'attouchements sexuels par un militaire français. Mardi, le parquet de Paris a requis 2 ans d'emprisonnement, dont 6 mois fermes, pour cet ancien soldat des forces spéciales Barkhane, alors en mission au Burkina Faso. Le militaire âgé de 40 ans aujourd'hui a reconnu les faits survenus dans la piscine d'un grand hôtel de Ouagadougou et qu'il aurait lui-même filmé. Le prévenu s'est dit incapable d'expliquer ses gestes, qu'il a mis sur le compte d'une alcoolémie trop importante. Le jugement sera rendu le 12 juin. En attendant, le militaire incriminé a été suspendu de ses fonctions et son contrat auprès de l'armée ne sera pas renouvelé. Traversons à présent la frontière. Le Béninois Sébastien Adjavon revient sur la scène politique. Après avoir été relaxé en novembre dans une affaire de trafic de cocaïne via sa société de volailles, le chef du patronat, qui était arrivé 3e à l'élection présidentielle l'an dernier, s'affranchit désormais du camp de Patrice Talon. Alors qu'il s'était rallié à la candidature du président béninois, Sébastien Adjavon souhaiterait désormais se positionner comme une figure de l'opposition. Et pour marquer cette distanciation avec le pouvoir, l'opposant Adjavon multiplie ces derniers temps les critiques envers la politique du gouvernement. Par exemple, sa réprobation des opérations de déguerpissement menées par les autorités ou encore sa remise en cause du programme de vérification des importations. Pour l'entourage de cet homme d'affaires, il est clair que Sébastien Adjavon souhaite maintenant peser davantage dans les décisions politiques. Restons au Bénin où la filière coton est frappée de plein fouet par une baisse de compétitivité. Les raisons, un rendement plus faible, une contamination de la fibre et une culture dépendante de la pluviométrie. Résultat, le prix du coton africain est globalement en berne sur le marché mondial. Également en cause, au niveau régional, les subventions de certains pays riches à leurs producteurs, ce qui creuse la différence de prix au détriment du Togo et des pays du C4. Cette initiative sectorielle en faveur du coton est composée du Burkina Faso, du Mali, du Tchad et du Bénin. Une solution envisagée pour sauver le coton africain est le projet Route du coton. Nous tenons à ce que les États-Unis, l'Union européenne et autres pays respectent les règles internationales, mais nous devrions faire, nous aussi, notre devoir de maison, à savoir faire en sorte que notre coton soit un peu plus compétitif en utilisant, en exploitant tous les segments que ça offre pour justement renforcer cette compétitivité. Nous allons valider à Cotonou la dernière version du projet. Nous allons certainement améliorer les documents et les adopter définitivement, de manière à ce que ce projet puisse entrer dans une phase moins virtuelle. Pour que le coton soit compétitif, il faut que, d'une part, au niveau de la production déjà, nous atteignions certains niveaux de rendement. Nos rendements à l'hectare étaient très faibles, moins d'1 tonne à l'hectare, pendant que certains pays sont autour de 3 tonnes à l'hectare. Il ne faut pas que le producteur, parce qu'il n'a pas plu, 1 semaine, 2 semaines, puisse perdre toute une récolte. Et là, je pense que l'ACA, aussi bien que les autres sociétés cotonnières, sont en train de réfléchir à ces aspects-là. Il y a aujourd'hui l'image de marque qu'il faut chercher à améliorer. L'image de marque, c'est en termes de délai de livraison, en termes d'assurance de livraison, pour quand les gens achètent, qu'ils soient sûrs qu'ils soient livrés à temps. Le coût de matière première pour nous est cher par rapport aux autres pays. Quand je prends le Burkina par exemple, c'est pas pareil. Là où nous on vend à 35 000, 45 000, des choses comme ça, le Burkina vend à 12 000, à 14 000. Du coup, même les Béninois préfèrent acheter là-bas. Ce qui nous sauve, parce que nous on n'a pas la matière première au même coût que les autres, on se camponne sur la qualité de ce que nous faisons.
Au Togo, la capitale Lomé accueille un forum national sur le foncier. Objectif, aboutir à la rédaction d'un nouveau code du foncier dans le pays. Cette rencontre qui s'achève samedi porte sur une gouvernance foncière inclusive pour un développement durable. Au programme du forum, des partages d'expériences sur la question du foncier par des représentants d'autres pays. Il est aussi question des causes de l'insécurité foncière au Togo, de la gestion des litiges fonciers au niveau de la chefferie traditionnelle ou encore de nombreuses autres thématiques. L'adoption du nouveau code foncier permettra à l'État togolais de réglementer le secteur et de disposer d'un système cadastral sûr et fiable. Selon les estimations, 80% des affaires qui passent devant les tribunaux togolais sont relatifs au foncier. Il faut un test durable, mais également un test qui pousse l'économie du Togo. Vous voyez, donc les experts vont faire un regard croisé, vont analyser, vont critiquer ceux d'avant qu'on dépose pour voir s'ils donnent des solutions aux problèmes récurrents, aux problèmes quotidiens que vivent les Togolais dans le domaine foncier et par rapport aussi au développement industriel, agricole et autres, voir si vraiment les solutions sont données pour que nous puissions aller vers un développement. La chefferie traditionnelle est très liée aux problèmes fonciers. Donc ce forum, nous l'attendons beaucoup, en ce sens que le règlement des litiges, c'est le chef traditionnel. Et ce règlement ne finit pas au niveau des chefs traditionnels. Le dernier mot, c'est à la justice ou bien au tribunal. Et lorsque le chef traditionnel dit qu'il règle le problème, il n'a pas encore terminé. C'est le tribunal qui doit faire le reste. Nous avons des problèmes en ce sens que quand le droit coutumier et le droit moderne, ce n'est pas la même chose. Le droit coutumier dit c'est tel X qui a raison, le droit moderne dit c'est tel X qui a raison. Ça crée des divisions dans les familles, dans les collectivités, ce qui fait que lorsque nous sommes en présence de ces forums maintenant, nous pouvons croire que avec les recommandations que nous allons faire aussi, les tierces personnes tiendront compte pour que nous ayons une approche des deux côtés, de modernité et de coutume, pour que le code foncier prévu soit adapté pour tous. Je viens avec l'espoir que ce que d'autres ont réussi, la partie togolaise pourra le réussir, parce que peut-être même en Inde, elle a déjà réussi le pari de s'engager dans l'approche participative. C'est déjà ça, un grand acquis. Et c'est en ça que j'ai une très forte note d'espoir que les résultats seront bons, parce qu'ils seront durables. En Afrique de l'Est, 19 millions de Kenyans voteront le 8 août pour élire leur président, gouverneur, député, sénateur et membres des assemblées locales. Ce jeudi, le président kényan Uhuru Kenyatta a mis en garde face aux troubles qui se multiplient à l'approche de ces élections générales. Depuis ces dernières semaines, des violences ont notamment eu lieu en pleine primaire du parti Jubilee et de la coalition de l'opposition NASA, dirigée par l'ancien Premier ministre Raila Odinga. En 2007 déjà, plus d'1 millier de personnes étaient mortes et des centaines de milliers avaient été déplacées suite à des violences dues à la contestation des sondages. En ce moment, le parti du Jubilé et les autres sont à diverses étapes de la conduite de leur primaire en préparation des élections générales d'août et participent au processus démocratique dynamique du Kenya. Mon gouvernement et moi craignons que les incidents de chaos et de violence qui ont parfois été présents lors de telles primaires arrivent de nouveau. Mon gouvernement s'engage à faire respecter la règle de droit et à assurer la sécurité et la sûreté de tous les citoyens et communautés pendant ces primaires et les élections générales prévues en août. En tant que parti, nous ne tolérerons pas la violence. En tant que président, je ne tolérerai pas non plus la violence et quiconque s'engage dans des actes de violence sera traité conformément à la loi, indépendamment de ce qu'ils sont. Au Zimbabwe, c'est l'an prochain qu'auront lieu les élections générales, mais déjà les choses s'organisent côté de l'opposition. Les deux principaux opposants ont annoncé mercredi la formation d'une alliance contre le président Robert Mugabe. Morgan Tsvangirai, le chef du mouvement pour un changement démocratique, et Joyce Mujuru, l'ancienne vice-présidente du Zimbabwe et actuelle dirigeante du Parti national du peuple, ont signé un accord visant à tenir tête en 2018 à la ZANU-PF, le parti au pouvoir. La nouvelle coalition a également assuré que d'autres accords seraient signés prochainement avec des petits partis. En août 2016, Morgan Tsvangirai et Joyce Mujuru avaient déjà présidé ensemble un grand rassemblement d'union contre le régime de Mugabe.
Le président zimbabwéen au pouvoir depuis 37 ans a d'ores et déjà annoncé qu'il serait candidat à sa propre succession en 2018. Nous voudrions exprimer à quel point notre bonheur est incommensurable. C'est quelque chose dont nous discutions depuis l'année dernière. Nous avons mis plus de 6 mois, et c'est le moins que l'on puisse dire, pour se consulter, discuter. C'est seulement la première pierre portée à l'édifice d'une alliance plus large pour affronter les années PF, de maintenant à l'élection en 2018. Politique également en Zambie voisine où Hakainde Hichilema est toujours incarcéré depuis le 11 avril. Le chef de l'opposition est accusé de trahison pour avoir gêné le passage d'un convoi du président Edgar Lungu au début du mois. Les avocats du politicien ont demandé mercredi l'abandon de ce chef d'accusation dont le crime est passible d'une peine allant de 15 ans de prison à la peine capitale. La défense a demandé l'annulation des poursuites pour trahison car le crime exact reproché n'aurait pas été défini. L'accusation qui a reconnu que son réquisitoire avait été mal rédigé a demandé à pouvoir le réécrire. Le juge Greenwell Malumani a ensuite suspendu la séance et renvoyé son jugement à une date non déterminée. Outre la trahison, Hakainde Hichilema reste aussi inculpé pour insulte et refus d'obtempérer à une injonction policière. Comme la situation l'est maintenant, je ne suis pas en mesure de faire des commentaires. Nous avons présenté une demande devant le tribunal concernant la validité de l'accusation, que nous avons contestée et le tribunal prend une décision à ce sujet. Je ne peux pas en dire plus que ça. Au nord du continent africain, en Égypte, l'un des suspects dans les attentats du 9 avril contre 2 églises coptes a été arrêté. La police a annoncé mardi l'interpellation d'Ali Mahmoud Mohamed Hassan, soupçonné d'être impliqué dans les 2 attaques contre les églises à Tanta et à Alexandrie et qui ont fait 45 morts lors de la célébration de la fête des Rameaux. Cette 4e arrestation liée à ces attentats a été permise grâce à des informations fournies par un citoyen. La semaine dernière, le ministère de l'Intérieur avait publié une liste de 19 personnes accusées d'appartenir à une cellule terroriste responsable de ces attaques. Le ministère a promis une récompense de 500 000 livres égyptiennes à toute personne qui donnerait des informations permettant l'arrestation d'un membre de ce groupe terroriste, soit environ 26 000 € ou l'équivalent de plus de 17 millions de francs CFA. Et toujours en Égypte, la capitale, le Caire, a accueilli ce jeudi la visite du secrétaire américain à la Défense. Jim Mattis est en Égypte pour poursuivre le réchauffement des relations américano-égyptiennes démarré il y a 2 semaines avec la visite du président Abdel Fattah al-Sisi à son homologue américain Donald Trump. Dans le cadre de cette première tournée auprès des alliés de Washington au Moyen-Orient, le secrétaire américain à la Défense a notamment salué la force de la coopération militaire entre son pays et l'Égypte. Cet ancien commandant des forces américaines au Moyen-Orient connaît bien l'Égypte et ses responsables militaires. Quant au président Sisi, il a souligné la nature stratégique des relations égypto-américaines avant de réitérer la volonté de son pays de voir les relations bilatérales connaître un souffle nouveau sous l'administration Trump. L'administration Obama avait-elle gelé son aide militaire à l'Égypte en 2013 après la destitution du président islamiste Mohamed Morsi et la répression sanglante de ses partisans. Après l'Arabie Saoudite et l'Égypte, donc, Jim Mattis s'est rendu dans l'après-midi en Israël. Alors que des programmes pour encourager le retour volontaire des migrants s'étant retrouvés dans l'impasse de la Méditerranée s'organisent, des milliers d'entre eux continuent d'arriver à Lampedusa, en Italie. Cette île située au nord de la Méditerranée fait face à un flot migratoire quotidien. Et depuis son arrivée à la mairie de Lampedusa il y a déjà 5 ans, Giuseppina Nicolini a fait preuve d'une véritable humanité et d'un engagement constant dans la gestion de la crise des réfugiés et de leur intégration. C'est dans cette perspective que Giuseppina Nicolini et SOS Méditerranée ont été récompensés pour leur travail pour sauver la vie des migrants et des réfugiés et aussi pour accueillir leurs familles dans la dignité. Le président intérimaire du jury, l'ancien président du Mozambique, Joaquim Chissano, a déclaré que les réfugiés et les migrants constituent l'un des problèmes cruciaux de nos jours, notamment en Méditerranée, où près de 13 000 hommes, femmes et enfants ont péri dans les naufrages depuis 2013. Le prix Félix Houphouët-Boigny, du nom de l'ancien président de la Côte d'Ivoire, décédé en 1993, est décerné tous les ans par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
fin de saison tennistique pour l'américaine Serena Williams. La numéro 2 mondiale était absente des cours depuis fin janvier et sa victoire à l'Open d'Australie, son 23e titre du Grand Chelem. La joueuse avait ensuite déclaré forfait pour Indian Wells et Miami à cause d'une blessure au genou gauche. C'est donc avec 3 tournois du Grand Chelem encore au calendrier, à commencer par Roland-Garros le 28 mai, et alors qu'elle va ravir la semaine prochaine la place de numéro 1 mondiale à l'Allemande Angélique Kerber, que la cadette des sœurs Williams met fin à cette saison. Et pour cause, la jeune femme de 35 ans attend un enfant. La nouvelle a été confirmée par son agent qui a mis fin aux rumeurs suscitées par une photo postée sur les réseaux sociaux par la championne et accompagnée de la légende 20 semaines. Serena Williams, qui attend son premier enfant et devrait se marier prochainement, a annoncé, je cite, « être impatiente de revenir en 2018 ». C'est la fin de ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres développés ce soir. En République démocratique du Congo, des enquêteurs des Nations Unies ont fait une nouvelle découverte macabre, celle de 17 nouvelles fosses communes dans la province du Kasaï central. L'armée ougandaise a annoncé le retrait de ses troupes de Centrafrique. Pour Kampala, les rebelles de la LRA contre qui elle luttait sont suffisamment affaiblis. Et enfin, signature d'accords cadres entre l'Union africaine et les Nations Unies, un partenariat renforcé dans le cadre de la paix et de la sécurité. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau journal Vox News. Bonne suite de programme sur votre chaîne panafricaine.